Bonsoir, Sundiata le Conquérant, comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et les activités en Côte d'Ivoire? Les activités se passent très bien. Dieu merci. Et merci d'être encore parmi nous ce soir. Oui. Et sur ce, je vais vous laisser la parole. Merci également. C'était un plaisir renouvelé pour moi. Ces 2 jours, j'ai eu des empêchements. Donc aujourd'hui, je suis à nouveau disponible. Et comme les gens nous le disent souvent, le fer, il faut le battre quand il échoue. Les sujets d'actualité, nous les connaissons. Dans un premier temps, c'est la démission du gouvernement. Et puis aujourd'hui encore, je vais m'appesantir sur la probable nomination d'un vice-président de la République. Il faut avoir le courage d'anticiper sur les événements pour que la situation soit toujours en faveur des militants du RHDP, surtout ces militants-là même qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes pour maintenir ce pouvoir d'État. Alors, en ce qui concerne la démission du gouvernement, il faut dire que nous, ce n'est pas une surprise pour nous autres. Ce n'est pas une surprise, puisque depuis pratiquement quelques temps, nous savions que ça allait finir par arriver. Mais aujourd'hui a été le jour décisif et je crois qu'il faut saluer sincèrement cette démission-là qui permettra, j'en suis sûr, de corriger certaines choses qui ne plaisent pas du tout aux Ivoiriens et certaines choses qui ne militent pas en faveur des Ivoiriens. Alors, j'ai pu comprendre ça et là, que certains étaient mécontents parce que tout simplement le gouvernement a été démis de ses fonctions. Mais nous, on est contents. Ils vont être mécontents pourquoi? Est-ce que le jour où ils venaient au monde, là, on leur avait dit que sur leur visage, là, c'est écrit qu'ils vont rester ministres à vie? Je ne sais pas où se trouve leur problème aujourd'hui. Ils veulent régner indéfiniment? Non, mais... Ils ont fini par se penser immortels. Nous sommes assez clairs et logiques pour dire que nous soutenons le chef de l'État dans sa décision qu'il vient de prendre et nous lui demandons d'être suffisamment ferme. Que le président de la République joue la carte de la fermeté. Éclaireur, si vous avez vu que ce remaniement-là, il a tardé jusqu'à maintenant, certainement, c'est parce que, comme vous-même vous avez eu à le dire, d'autres font mains et pieds, ils se battent comme ils peuvent, jour et nuit, pour rester là. Donc, des fois, ça embarrasse. D'autres envoient les chefs coutumiers vers le président de la République. D'autres envoient les guides religieux. D'autres vont contacter des gens que le président respecte beaucoup. Ce sont des tractations qui ne disent pas leur nom et qui parfois peuvent surprendre. Ils font tout ça, rien que pour rester. Ils ne veulent pas du tout partir, ils ne veulent pas faire de place à quelqu'un. Pour eux, il n'y a que eux et il doit rester que eux jusqu'à la fin des temps. Mais les choses ne peuvent pas être ainsi. À un moment donné, nous disons stop. Nous soutenons vivement son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour lui demander de virer tous les incompétents de ce gouvernement
et de nommer les personnes qui, selon lui, sont compétentes et qui peuvent faire le travail attendu par les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Que le président de la République soit sans état d'âme en virant du gouvernement tous les incompétents et tous ceux qui se sont illustrés par la médiocrité absolue. Il faut que cela soit suffisamment clair. Nous voulons avancer, nous voulons un pays qui soit résolument engagé vers le développement et le progrès. Nous n'avons pas besoin des gens qui se contentent de manger et de se faire voir. Nous n'en voulons pas. Donc aujourd'hui, l'acte qui a été posé, nous le saluons et nous demandons au président de la République de faire encore plus. Voilà ce que je voudrais dire en ce qui concerne le premier sujet. À propos du deuxième sujet, qui est la probable nomination d'un vice-président de la République. Alors, bien avant, permettez-moi dans l'ordre protocolaire au sommet de l'État, qu'après le président de la République, c'est le vice-président de la République. Et il est aussi écrit noir sur blanc qu'en cas de vacances du pouvoir, c'est-à-dire si le président de la République est dans l'incapacité d'assurer la fonction présidentielle, ou bien s'il n'a pas la volonté de continuer, ou bien s'il y a un empêchement, ou bien s'il y a d'autres événements qu'on pourrait imaginer, de par quelque nature que ce soit, qui venait à empêcher le président de la République de continuer à exercer le pouvoir d'État. C'est le vice-président de la République qui prend la relève, qui devient automatiquement le président de la République. Et cela jusqu'à la fin du mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé. C'est un événement malheureux que je prends. Hein. Ce n'est pas forcément un cas atypique. En Tanzanie, John Magufuli Foli, lorsqu'il a été élu, il a fait 1 an. Bon, il est arrivé ce que vous savez, hein, c'est un événement malheureux. Bon, je prends, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je souhaite, non. Lorsque c'est arrivé, la vice-présidente de la République, elle a pris la relève pour terminer le mandat qui était en cours sur encore 4 ans. Donc, pour dire quoi? La vice-présidente de la République en Côte d'Ivoire est très importante. Par exemple, ne le souhaitons pas. Le président, il peut dire, bon, écoutez, moi, je démissionne. S'il démissionne, c'est le vice-président qui prend la relève. Ou bien le président, on ne le souhaite pas, un événement peut arriver, ou bien il va dire que je ne suis plus en mesure d'assurer. C'est le vice-président qui prend la relève. Donc, en l'espèce, c'est un poste, bien vrai qu'il ne permet pas d'avoir la mise de manœuvre, ou bien d'avoir les leviers pour pouvoir gouverner, il est un poste assez important. Et lorsque je jette un coup d'œil dans l'histoire du RDR, qui est devenu aujourd'hui RHDP, vous allez vous rendre compte que la réalité, c'est quoi? Ceux qui ont bâti les pavés, ceux qui se sont donnés à fond, ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour aller à la conquête du pouvoir d'État et à sa conservation, ceux-là même sont dans l'anonymat total. Beaucoup ne sont pas récompensés. Beaucoup ne sont pas intégrés
au sein de la gouvernance de l'État et on ne fait même pas la promotion de vous. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, on peut constater que ce sont les gens hier qui étaient dans d'autres partis politiques. C'était des gens hier qui étaient dans d'autres partis politiques qui gagnent beaucoup plus en promotion et c'est eux qui sont devenus les nouveaux rois. Nous ne sommes pas contre le fait que des gens arrivent au sein du RDR ou bien du RHDP pour contribuer au développement du pays. Nous ne sommes pas contre ce fait-là. Mais ce que nous ne comprenons pas, c'est le fait que c'est ceux qui font le plus grand travail, qui sont dans l'anonymat total et qui ne sont pas hissés parfois à la première ligne en ce qui concerne la gestion des entreprises d'État, voire même certains grands postes. Aujourd'hui, le poste de vice-président de la République, à mon humble avis, malgré ce que les gens pensent qu'il n'est pas important, moi je continue d'avoir un regard très attentif sur ce poste. Un ministre, un directeur, vous pouvez les virer à tout moment. Mais si un vice-président de la République prête serment, dans la Constitution, il est écrit ceci. Le président de la République procède à la nomination du vice-président de la République avec l'accord du Parlement. Donc, il y a une onction du pouvoir législatif qui vient pour accorder beaucoup plus de crédit à ce poste. Pour ma part, en se référant à notre histoire, qui est laquelle toujours ceux qui ont été au four et au moulin, ce n'est pas eux qui ont parfois bénéficié des fruits de la lutte. Nous devons gens qui peuvent résulter de l'histoire et rectifier le tir. Vous avez vu récemment, il y a eu des appels d'offres pour la désignation des DG de certaines entreprises d'État. Et le résultat de l'année suite, il est tombé. Quelqu'un a été choisi. Sur quelle base? Moi, je ne sais pas. Je ne dis pas que la personne n'a pas le niveau, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très inconnu. Nous ne le connaissons pas. Nous ne l'avons jamais vu en train de lutter pour le parti. Et aujourd'hui, c'est lui qui est récompensé en tant que directeur d'une entreprise d'État. Bon, si c'est la nouvelle vision, on va faire avec. Mais on va voir ce que ça va donner comme résultat. Mais la réalité des choses, notre histoire nous a toujours dit que ceux qui sont venus manger, comme on le dit au restaurant, dès lors que le navire commence à tanguer, ils ont sauté pour se chercher. Partant de là, nous ne devons plus nous faire harakiri comme on le dit. Soyons suffisamment vigilants. Ceux qui viennent des autres partis politiques, il n'y a pas de problème, ils peuvent rester. Mais est-ce que quand vous venez trouver que quelqu'un a fait la fondation d'une maison, il a acheté les terrains, il a fait la fondation, il a monté les murs, et puis toi tu viens, tu l'aides à faire peinture, est-ce que tu peux dire que la maison là c'est pour toi? Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. À un moment donné, je pense que chacun doit savoir se contenter de ce qu'il a. Pour en revenir au fait des directeurs des entreprises dont je parlais, aujourd'hui,
En faisant ces appels d'offres-là, qu'est-ce qu'on a voulu montrer? On a voulu montrer qu'au sein du RHDP même, il n'y a plus de diplômés, il n'y a plus d'intellectuels, il n'y a plus de cadres et il n'y a plus d'intelligence. La réalité, c'est ce qu'on a voulu montrer. J'aurais pu comprendre en disant non, au sein même du parti, ceux qui ont le niveau, envoyez vos dossiers. Et puis on va vous mettre en compétition. Mais on a ouvert, c'est des entreprises d'État, moi je le dis toujours. L'administration publique, c'est la conformité du pouvoir politique. Ça, c'est comme ça partout dans le monde. Personne ne me dira le contraire. Et je l'ai toujours expliqué ici, je ne reviens pas dessus. Vous prenez un pouvoir d'État, vous nommez des gens que vous ne maîtrisez pas. Comme ça, s'ils font des bêtises, vous êtes comptable de ça. Si c'est la nouvelle trouvaille qui montre, ou bien qui consiste à dire que bon, il n'y a plus de cadre, ou bien il n'y a plus de compétences au sein du parti, bon, il n'y a pas de problème, on peut faire avec, on verra ce que ça va donner. Mais je vais faire le parallèle sur la nomination du vice-président de la République. Pour dire ceci, le poste, il est très important, contrairement à ce qu'on croit. Ce que nous souhaitons, et moi je ne peux pas avoir peur de le dire à quiconque veut l'entendre, je le dis très haut et fort, le poste de vice-président de la République, à l'allure où nous allons, nous ne savons pas de quoi demain est fait. Même moi-même, quand je me réveille, je ne sais pas de quoi demain est fait. Il faut préparer l'avenir, il faut préparer la relève, il faut préparer la conservation de ce pouvoir d'État sur plusieurs décennies. Pour ce faire, je veux demander sincèrement à son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, pour la nomination du vice-président de la République, de choisir un cadre qui a connu les premières heures du RDR, ou bien un cadre qui est proche des membres fondateurs du RDR. Il faut que ce soit clair, je coupe court, moi je ne vais pas loin. Nous voulons un cadre compétent qui connaît les réalités du RDR, qui est proche des membres fondateurs, ou bien qui a connu les premières heures du RDR comme vice-président de la République. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure pour savoir ce qui peut arriver, mais je le dis, nous préparons l'avenir. Et le président de la République lui-même l'a plusieurs fois dit qu'il est fatigué, qu'il a l'intention de passer la main. Voilà, il a l'intention de passer la main. Plusieurs fois, il l'a dit. Moi, je ne veux pas avancer des noms pour dire prenez X, ou bien Y, Z, ou bien prenez Paul, Pierre, ou bien Zadi, ou bien prenez René, prenez Bilé, ou bien prenez Amadou, ou bien prenez Nicolas. Moi, je ne donne pas de nom. Mais je vais dire à son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président là, dans le cadre de la nomination du vice-président de la République, nous lui demandons vivement de choisir un cadre compétent qui a connu les premières heures du RDR, ou bien un cadre qui est proche d'un membre fondateur du RDR, un cadre qui connaît nos réalités et qui en a les compétences. Parce que le virage que nous empruntons, il est assez capital. Nous ne voulons pas jouer avec ce pouvoir-là. Pour ceux qui continuent de jouer avec ce pouvoir, c'est leur affaire. Moi, personnellement, j'ai fait mes études, j'ai mes diplômes, j'ai eu mon emploi. Mais jusque-là, je l'ai dit clairement, la politique ne m'a pas encore récompensé. Mais la politique m'a permis d'avoir ma liberté et de m'exprimer correctement et clairement, comme je veux en Côte d'Ivoire. Je suis un citoyen libre parce que j'ai combattu. Aujourd'hui, je suis au pouvoir. Même si je ne gagne pas l'argent, aujourd'hui, quand je parle, on m'écoute. Aujourd'hui, quand je parle, on me respecte. Aujourd'hui, quand je parle, on ne va pas venir tirer sur moi.
je suis protégé. Tirant les leçons de l'histoire, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, nous vous demandons vivement de nommer comme vice-président de la République un cadre qui a connu les premières heures du RDR, un cadre qui maîtrise les réalités du RDR, ou bien un cadre qui est proche d'un membre fondateur du RDR. Nous le souhaitons vivement parce que nous voulons préparer l'avenir. C'est vrai que le débat de succession, il est très difficile à aborder, mais parfois il faut avoir le courage de le brosser sans toutefois frustrer qui que ce soit. Moi, j'ai donné mon avis, je ne donne pas de nom. Pour dire prenez tel ou tel, je ne le ferai pas. Mais j'ai dit, nous avons intérêt à conserver ce pouvoir d'État sur le long terme. Et tirant les leçons de tout ce que nous avons connu comme difficulté, il est impératif de nommer un cadre très proche d'un membre fondateur du RDR, ou bien un cadre qui a connu les premières heures du RDR, ou bien un cadre qui a toujours été fidèle à la logique du RDR et à la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, le président de la République. Il faut que nous soyons suffisamment clairs là-dessus. Parce que ce pouvoir, nous le voulons pour encore plusieurs décennies. Nous voulons le conserver sur le long terme et nous allons le conserver sur le long terme pour hisser la Côte d'Ivoire au sommet du développement. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup, M. Soundiata le Conquérant, pour ces propos d'avertissement teintés de beaucoup de réalisme, mais surtout de projection dans le futur. Et je suis totalement d'avis avec vous. Quand on regarde l'histoire, pas aussi ancienne que certains le voudraient, qui ne se souvient pas de Daniel Kablan-Duncan et qui ne se souvient pas du comment est-ce que ce monsieur a pu quitter le gouvernement, c'est-à-dire le poste de vice-présidence. C'est parce que ce monsieur Daniel Kablan-Duncan avait royalement travaillé contre les intérêts du gouvernement et il a été pris en flagrant délit de fuite d'informations à l'avantage du camp ennemi, notamment du camp Soro-Guillaume. Et tellement pris dans les faits, regardez le communiqué laconique pour des faits de convenance personnelle, je prends ma retraite. Mais ça ne veut rien dire. Quand tu as été mis à la gestion d'un État, les raisons qui t'empêchent de pouvoir jouer ton rôle, tu dois être capable de les évoquer avant de pouvoir te retirer. Voilà la réalité. Deuxième chose, 2015 à 2020, on rend le PDCI très puissant à tous les leviers du pouvoir. En fin de compte, le PDCI se retourne avec l'argent des Ivoiriens pour créer le CNT et tuer autant d'Ivoiriens et après faire le décompte macabre et dire qu'eux, ils ont eu le moins possible de morts. Comme encore pour dire, on a pris l'argent des Ivoiriens pour les tuer et on s'en fout. Et combien d'exemples négatifs faudra-t-il pour que nous prenions conscience? Et je vais le dire sans peut-être me tromper, c'est au vu de ces réalités que chacun de nous est aujourd'hui obligé d'être réaliste. On peut aimer tout le monde, c'est même très bien d'aimer tout le monde, mais à la fin de la journée, il faut s'aimer soi-même d'abord. C'est le premier impératif qui s'impose à chacun. Quand nous regardons la configuration du pays, quand nous regardons là où nous voulons aller, et quand nous regardons l'état actuel du climat politique, en toute sincérité, on ne peut plus évoluer avec des gens qui ne sont pas fiables à 100%. Et comment savoir que quelqu'un n'est pas fiable? Quelqu'un qui n'a jamais été fiable est quelqu'un qui a déjà trahi une fois. Je sais de quoi je parle et tu sais de quoi je veux parler. Et il n'y a pas pire que celui aujourd'hui qui se proclame être votre ami, mais qui en réalité, demain, il suffira d'un premier coup de vent qui va être l'ennemi acharné. Et c'est pourquoi hier, si vous vous souvenez par anticipation, on a lu ici un texte, pour ceux qui s'en souviendront du titre,
Le message, il était bien clair. Et je vous avais aussi averti sur le retour des taïpans. Mes chers frères, je préfère te dire cette question-là. Pourrions-nous véritablement échapper? Nul ne sait de quoi demain est fait. Mais souvent, la réalité peut nous tromper. Et la réalité peut nous paraître vraie, alors que ce n'était qu'un mirage. Faisons beaucoup attention. Faisons confiance à nous-mêmes d'abord, avant de faire confiance aux autres. Sinon, chaque fois, si on commet les mêmes erreurs de faire confiance, et qu'après, on vient avoir les faits accomplis devant nous, et qu'on doit être à regretter, souvent, quand tu regrettes vivant, c'est que tu as été chanceux. Si le coup du CNT avait marché, ni le président, je vous ai déjà dit le mode opératoire par lequel Soroglum voulait découper le chef de l'État et sa femme au lycée de Cocody. Et c'est un de ses lieutenants même qui nous dit ce récit-là, avec qui il a fait, un des lieutenants de Soroglum qui a fait Siendou Fofana, si je ne me trompe pas du nom, qui faisait ce récit-là dans le Nord-Sud. Et l'ancien vice-président était de ceux-là qui étaient dans le Chris Yapi pour donner les informations, même quand Alassane Ouattara a toussé. Il a buté, il n'a pas buté, il a bu café, il a éternué aujourd'hui, il a mal à la tête, il a mal à la dent, il a marché 3 fois, il n'a pas marché aujourd'hui, il est content, il n'est pas content. Daniel Kablan faisait partie de ces personnes-là. Bassalkou faisait partie de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Monsieur le Président, prenez quelqu'un en qui vous avez confiance, mais en qui vos militants RD ont confiance. C'est clair. Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes, mais nous savons de quoi nous parlons. Les mêmes choses se reproduiront. Je ne vous coupe pas la parole. Si ça choque, on s'en fout. Quand on était en train de traverser le feu, les braises, pour aller chercher le pouvoir et l'avoir, en tout cas, eux qui nous tuaient. Donc nous, on s'en fout. En politique, là, en politique, il n'y a pas amusement. Et ça, je vais profiter en politique, il faut préserver ses intérêts. C'est tout. Et ça, je vais profiter, si vous me le permettez, pour dire quelque chose. Aujourd'hui, chers parents, chers Ivoiriens, la stabilité que vous voyez en Côte d'Ivoire ne tient que par 2 choses. La puissance, l'intégrité et la maestria d'une personne qui est le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara. Et la deuxième chose qui fait tenir ce pouvoir-là, c'est la bonne volonté des militants qui sont négligés. Malgré toute la méchanceté, nous savons que c'est une question de vie et de mort pour nos parents qui sont en Côte d'Ivoire. Et nous savons qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de militants forts pour maintenir ce pouvoir-là, ce n'est pas sur ces personnes qui se disent dans les grâces du pouvoir qu'on peut compter. Et elles ont finalement montré à la face de tout le monde qu'elles ne sont pas des personnes crédibles. Quelqu'un qui a été incapable d'assurer un poste de ministère, est-ce que cette personne-là peut être fiable pour diriger la destinée d'un pays? Quelqu'un qui a été incapable pour gérer sa propre région, cette personne-là peut aspirer à d'autres postes? Quelqu'un qui a été incapable à pouvoir jouer sa partition correctement vis-à-vis même de celui qui l'a nommé, le président Ouattara. Quelqu'un qui a trahi son patron, lui peut ne pas trahir ceux qui sont ses subalternes. Et donc, au vu de tout ce contexte-là, moi je dis aujourd'hui, c'est la force du président qui maintient la stabilité du pays et la capacité des militants déterminés qui veulent coûte que coûte sauver Alassane Ouattara et sauver la stabilité en Côte d'Ivoire. On ne le fait pas pour les beaux yeux de quelqu'un. Et donc, Monsieur le Président, tenez fortement compte de l'expérience de ces personnes-là. Parce qu'en réalité, tous ces serpents qui vous entourent aujourd'hui, moi je le dis clairement, si tu as lu l'article de Jeune Afrique qui est sorti aujourd'hui, après, il y a 2 clans qui sont là. Moi, je vais dire cette vérité-là aujourd'hui. Il y a le clan de Patrick Hachi. Et puis, il y a le clan de ceux qui se sont rapprochés du président. Ça, là, venez me dire que c'est faux. Alors que tout le monde devrait être du côté du président de la République. Je n'ai rien contre Patrick Hachi. Et je n'ai rien contre quiconque. Mais je dis, faisons attention. C'est Jeune Afrique même qui nous a dit ça. Je vais jouer les naïfs.
Mais la vraie réalité qui se passe en bas là, aujourd'hui, chacun est en train d'affûter ses armes. Et ne permettons pas que dans le RHDP, on rende des gens plus puissants et demain ils vont se retourner contre nous. Malheureusement, beaucoup de personnes n'aimeraient pas qu'on aborde ce sujet-là, mais nous, on va l'aborder et on va décomplexer ce sujet-là pour dire que le chef de l'État, il lui revient de faire ce qu'il veut à la fin de la journée, mais les conséquences ne tarderont pas à venir. Parce que quand on nomme des gens inconnus, ce n'est pas mauvais. On apprendra à les connaître. Puisqu'à l'époque, Alassane même était inconnu du grand public. Mais seront-ils des gens intègres? Seront-ils des gens qui ne se laisseront pas corrompre? N'ont-ils pas été des gens qui sont déjà venus parce que pistonnés par certaines personnes? Alassane n'a pas été pistonné par quelqu'un. Alassane a été imposé par le président Félix Houphouët-Boigny. Oui. Mais quand je vois le directeur de l'ANSUT, ça sent fortement l'odeur de Patrick Hachi qui est en train de monter son petit monde autour du cercle du président de la République. Je suis désolé, certains seront très déçus de ce que je dis, mais je préfère dire la vérité. C'est la réalité. Je préfère dire la vérité. Ça va gêner. Dieu merci, je n'ai jamais pris l'argent avec quelqu'un aussi. Mais je vais dire. En tout cas. Et donc, le salaire que vous voulez me donner là, gardez. Mais moi, je vais dire. Aujourd'hui, ça nous fait très peur. Ça nous fait très peur. Et ça ne nous inspire pas confiance. Et j'ai déjà évoqué tous les éléments qui sont là. Maintenant, après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les conséquences, elles se feront assumer. C'est ce que j'allais ajouter. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Nous ne faisons qu'alerter et nous n'allons pas nous laisser faire. Mais jusqu'au 18, moi, je vais revenir sur ce sujet-là. Et puis, à la fin, éclaireur, il faut couper cette partie de la communication. Il faut envoyer ça au sommet là-bas. Parce qu'on ne va pas se laisser faire. Non, pas du tout. Nous savons ce qui se passe. Pas du tout. Nous savons, quand on voit le vent, quand on l'entend, même sans le voir, on sait où il va. Effectivement. Donc, nous ne sommes pas des novices. Nous savons de quoi nous parlons, nous savons où nous allons et nous savons où la Côte d'Ivoire va. Ce pouvoir d'État, si certains qui n'ont pas connu les premières heures de la lutte en profitent, qu'ils continuent de nous aider et profiter. Mais de là à vouloir être plus royaliste que le roi, là, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et nous n'allons jamais l'accepter. Voilà. Nous allons nous battre comme il le faut pour conserver le pouvoir d'État sur le long terme et développer ce pays. Voilà ce que je vais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher frère, et je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, frère. Oui, comment ça va très bien, cher frère, chez toi-même? Oui, ça va. Ah, Dieu merci. Ok. Donc, sur ce, je vous laisse la parole. On est pris par le temps. Hein. Oui, effectivement. J'espère que je vais pouvoir finir dans le cas contraire et je vais terminer mon intervention demain. Il n'y a pas de problème, ça marche. Bon, d'accord, je dis bonsoir à tout le monde. Je souhaite bon retour à Sukata. Salut tous les intervenants, tous les élèves de la classe, toutes les personnes qui sont connectées. Et je demande aussi aux élèves de la classe de partager le max, en tout cas le direct dans tous les groupes. Aujourd'hui, comme Sukata le disait tantôt, en tout cas l'actualité, elle est connue. Et c'est le remaniement qui se profile à l'horizon. Et donc, c'était fait même le gouvernement était dissous aujourd'hui. Et Patrick Hachi a rendu sa démission ainsi que celle des membres du gouvernement. En tout cas, ce n'est pas une surprise pour nous, mais peut-être que c'est le temps qu'on ne connaissait pas. Mais tout qu'on fait, le moment tant attendu est arrivé. Tout ce que nous on peut demander, comme Sujata l'a souligné, ainsi que quand tu as fini, tout ce que tu as dit, tout ce que nous demandons, c'est que tous les ministres improductifs
dire aussi, ceux qui ont travaillé dans leur propre vision, qui n'ont pas travaillé dans la vision du président, en tout cas, il faut que tous ces ministres-là soient virés de ce gouvernement-là. La question de la vice-présidence, c'est une question très capitale. Et peut-être que les gens diront que mais pourquoi on est concentré, mais demandez pourquoi aujourd'hui Laurent Gbagbo est en train de sillonner le pays et qu'il veut revenir au pouvoir. C'est parce que le pouvoir, quand tu as le pouvoir, en tout cas tu as tout. Et Laurent Gbagbo, qui était le président, qui a goûté au délice du pouvoir, il sait, c'est quand il a été versé, il a été battu aux élections et qu'il s'est retrouvé dans l'opposition, encore comme en 82, Laurent Gbagbo s'est rendu compte que le pouvoir, il ne faut pas jouer avec le pouvoir. Et l'autre occasion qu'il est en train de chercher à revenir au pouvoir, c'est parce que quand il a quitté le pouvoir, c'est à ce moment Laurent Gbagbo a réalisé que le pouvoir, lui, s'est amusé avec le pouvoir et que cette fois-ci, si lui reprend le pouvoir, lui va plus s'amuser avec ça et plus personne ne va lui arracher le pouvoir. Donc, si moi je parle de ça, je reviens sur la question de la vice-présidence. Éclairé le disait tantôt que quand on a vu la manière dont Denka a quitté le pouvoir, la vice-présidence, et puis ce Denka a pris un exemple en Tanzanie. Mais vous pensez que le jeu que Denka est en train de jouer, si en ce moment quelque chose arrivait au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, mais allez-y voir les conséquences que ça allait engendrer dans le pays. Parce que Denka travaillait avec Sorokyo, il faut le dire tous les gens. Peut-être que les gens vont dire pourquoi nous les gens. Non, mais on va le dire. Denka avec Sidiki Konaté, c'est eux qui étaient les vrais Christiapis au sein même du gouvernement et au sein de l'entourage même du président. Et donc, quand vous prenez quelqu'un comme ça pour mettre à la tête de la vice-présidence, sachant très bien que la Constitution lui autorise, en tout cas, à prendre les rênes en cas de vacances du pouvoir. Mais quand vous avez quelqu'un comme Denka, qui réfléchit comme Denka, qui est là et qui travaille contre le pouvoir, vous avez vu, ça veut dire que Dieu même nous a sauvés, Dieu nous a aidés, en tout cas, on est passé tout près, en tout cas, du pays. Donc, quand on a vu tous ces exemples-là, est-ce qu'il faut encore répéter les mêmes erreurs? Nous, on n'a pas choisi, on n'a pas dit au président, voilà, il faut nommer telle personne au poste de vice-président. Nous, on n'a pas cette prérogative-là et on n'a pas ce droit. Il revient au président de tirer toutes les leçons des erreurs passées et des faits passés pour nommer un vice-président, en tout cas, qui est prêt à travailler dans sa vision et qui est prêt à ne pas trahir. Mais si tel n'est pas le cas, en tout cas, ça ne sera pas bon. Donc aujourd'hui, le vice-président qui doit comme on appelle, choisi, il faut qu'il soit quand même quelqu'un qui serait, quelqu'un qui a contribué à défricher, comme on appelle, le champ. Quelqu'un qui a été à toutes les étapes du champ que nous avons labouré jusqu'à ce qu'on arrive à la récolte. On ne va plus prendre quelqu'un, en tout cas qui est quitté ailleurs, pour être vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est terminé. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Le prophète Mahomet, il a dirigé avec ses hommes de confiance. Le prophète, comment on appelle, Jésus-Christ a dirigé, comment on appelle, avec tout son règne, avec ses hommes de confiance, avec ses hommes de main. Mais pourquoi on va avoir ce complexe-là? Parce que si on dit ça, on va dire nous, on n'est pas xénophobe, il n'y a pas de xénophobie dans ça. Parce que le pouvoir, là, on ne joue pas avec ça. Le pouvoir s'arrache. Le pouvoir s'arrache. Donc, on ne peut pas parcourir autant de souffrance, vivre autant de souffrance, et puis venir et prendre une vice-présidente pour donner à quelqu'un qui va nous lâcher à court de route. Et
venir chercher à nous tuer. Ça, on ne va pas accepter. Le temps de l'apaisement est terminé. Et le remaniement, là, moi, je n'en dirai pas plus, mais il y a un vrai chamboulement et il y a quelque chose de costaud, en tout cas, qui va sortir. Donc, quand vous avez en tout cas, faites un peu l'analyse de Pierre Éclairé est en train de dire. Vous rentrez aujourd'hui dans les ministères, mais c'était le silence total. Parce que les mauvais ministres, là, les méchants, là, ceux-mêmes qui ne voulaient pas voir les militants et ceux qui ont trahi la vision du président, ils étaient tous, en tout cas, ils n'étaient pas contents. Et moi, je discutais avec quelqu'un aujourd'hui à la mairie d'Ambourg, qui était allé dans un ministère, et qui me disait, parce qu'il avait l'habitude d'aller dans ce ministère. Et aujourd'hui, il est venu, et tout souriant, au lieu de voir, il y a quoi? Il dit, mais, qu'est-ce d'habitude, là, quand il s'en va, là, les gens ne le recevaient pas, mais apparemment, aujourd'hui, là, lui, il a été tellement bien reçu, mais il s'est dit. Il a commencé à se poser des questions. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il se rend compte qu'elles ne sont pas aussi puissantes que ça, parce que les puissances qu'ils détenaient, en tout cas, elles provenaient d'un seul homme, qui est le président de la République. Il a suffi qu'on dise un remaniement pour que les gens se rendent compte que, vraiment, nous-mêmes là, nous ne sommes rien. Et donc, voilà ça, il faut les dégonfler au maximum. Et nous, on s'en fout de leur état d'âme. Ils ne sont pas nés avec un poste ministériel. C'est quelqu'un qui a été enlevé à ce poste-là pour que toi tu sois là-bas. Mais pourquoi à ton tour tu veux rester là-bas? Et vous nous emmerdez. Vous qui avez trahi le président, vous allez partir. Vous qui n'avez pas été à la hauteur du travail, là, vous allez partir. Et on va mettre des gens qui vont travailler, en tout cas dans la vision du président, et qui vont. Vous voulez parler? Non, non, non. Et on va mettre des gens qui vont travailler dans la vision du président. Et ce que aussi les gens doivent savoir, c'est vrai, s'entraîner. Et Sundiata a dit quelque chose qui est très important. Vous voyez, il y a certains ministres qui sont là, qui sont incapables d'exécuter les travaux du gouvernement. Mais quand on dit qu'il y a un remaniement comme ça, ils sont les premiers à courir et à aller chercher des gens pour demander au président. Parce qu'ils savent que le président va les enlever. Et ils ne savent même pas en Côte d'Ivoire ici. Hein. Et souvent, ils prennent des avions pour aller dans les autres pays, aller voir les amis du président, pour que le président, ses amis-là, viennent intercéder auprès du président, pour qu'on les laisse dans le gouvernement. Vous voyez des gens comme ça. Mais si toi-même, toi, tu sais que toi, tu as travaillé là, et toi, tu es serré, tu n'as rien à te reprocher. Mais si vous voyez un ministre en train de courir, qui va chercher des gens, les chefs traditionnels, les amis du président pour venir demander pardon, ça veut dire que celui-là, c'est un incompétent. Et puis, quand sa vie est liée à ce poste ministériel-là, mais pourquoi toi, tu peux lier ta vie à un poste ministériel? Mais quand toi, tu es là, tu n'es pas venu avec un poste ministériel, et tu as occupé des postes, mais tu vas reprendre, si tu étais enseignant, tu vas aller prendre la traite. Si tu étais, comme on appelle, dans le privé, retourne dans ton privé. Mais pourquoi tu veux forcément réaliser ta vie dans un poste ministériel? Donc je pense que c'est terminé. Le président a sonné, en tout cas, comment on appelle, en tout cas, tout ce qu'on a vu par le passé, et ça c'est terminé. Aujourd'hui, on va passer à une autre étape. Il faut que ça soit quand même ceux qui ont été oubliés par le passé, qui ont battu le pavé, qui ont travaillé pour que nous soyons là. Il faut que aussi que ces personnes-là soient récompensées. On va dire, mais pourquoi on va les récompenser? Ceux qui sont là, ils ont été récompensés. Pourquoi c'est eux on va récompenser? Et puis ceux-mêmes qui ont travaillé d'arrache-pied, qui ont bravé tous les feux, pourquoi ces derniers-là ne peuvent pas aussi récompenser? La politique, là, on le fait là, c'est vrai, on le fait pour servir tout le monde, mais quand il y a des gens qui ont abandonné tout, qui ont donné de leur vie, en tout cas pour que nous soyons là, ces personnes-là ne sont pas récompensées, en tout cas moi je trouve que c'est une injustice. Et le président, en homme d'État, en tout cas saura quand même récompenser tout le monde, mais ceux qui ont déjà dirigé, il y a des gens qui ont fait 10 ans dans ce gouvernement-là, et encore là, ce sont les mêmes là qui sont en train de se plaindre. Allez-y vous asseoir comme ça, on va donner la place aussi, l'occasion à des personnes aussi, en tout cas, pour qu'ils viennent travailler. Et éclairez si vous avez quelque chose à ajouter. Non, pratiquement pas, puisque je partage clairement ce que vous avez dit.
Donc, vous pouvez continuer. D'accord. Je ne sais pas, en tout cas, j'allais dire bonne soirée à chacun. J'ai 2 interventions et je vais les laisser demain. Il y a un cas qui se passe dans la commune d'Abro et je vais en parler de ça demain. Et puis ensuite, revenir encore sur le cas de Guinée et puis passer maintenant sur la question de Laurent Gbagbo. Voilà, donc ces 3 thèmes-là, je vais les laisser demain. Et puisque nous tendons vers l'heure de la lecture, et je dis bonne soirée à chacun. Merci. Vraiment, merci beaucoup, cher frère. Je vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci. Merci beaucoup. Et donc, mesdames et messieurs, je vous dis infiniment merci pour ceux qui ont été des nôtres ce soir. Merci d'avoir partagé l'émission de ce soir avec nous. Merci d'avoir été résilient et déterminé pour que l'émission se passe dans de meilleures conditions. Sur ce, je souhaite une excellente rupture à tous les musulmans qui observent le mois de Ramadan en ce moment, ainsi qu'à tous les chrétiens qui vont vers la fin du carême chrétien pour entrer dans la fête de Pâques. Excellente soirée à chacun et à chacune et à nous retrouver demain pour la voix du méditant où tout le monde peut s'exprimer sur tous les sujets sans tabou, mais surtout avec la vérité et les preuves à l'appui dans le respect. Merci et très bonne soirée à chacun et à chacune.